Alors j'ai préparé un texte pour pas me perdre, mais à mon avis la vidéo elle va quand même être assez longue. Et aussi maintenant j'ai un chat, donc désolé si on l'entend pendant la vidéo, mais j'ai pas le choix parce que j'habite dans un petit appart pour le moment, donc voilà. Bonjour à tous, c'est Xend, et aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi je déteste God of War, le dernier qui est sorti, et Jedi The Fallen Order. Bon, ça c'est pour le titre de la vidéo, mais en vrai je vais aussi parler des autres open world du même style, qui sont sortis il y a pas très longtemps, donc les derniers Tomb Raider par exemple, et autres open world d'Ubisoft. Donc ce que tous ces jeux ont en commun, c'est leur level design que je trouve vraiment foireux, et donc on va aller point par point pour expliquer pourquoi j'en ai ras le cul de ce genre de jeux qui sortent par PT12 en ce moment. Surtout concernant les AAA. Mes deux cibles principales dans cette vidéo, ce sera donc God of War et Jedi The Fallen Order, puisque ce sont deux jeux qui représentent au mieux tous les défauts que je peux trouver dans ce genre de jeu actuellement. Alors, petite parenthèse, puisque je me rends compte au montage que un fichier vidéo que j'ai fait pour cette vidéo a été corrompu et que je ne peux pas le récupérer. Heureusement, vu que je prends le son via une source externe, eh bien j'ai toujours le son de ce que j'ai dit, mais voilà, j'ai plus les images du coup, donc c'est pas grave, je vais vous mettre des images du jeu God of War, hein, comme ça au moins vous aurez un peu de contexte. Voilà, je mettrai des images d'un let's play quelconque que j'aurais trouvé. Voilà, dans la vidéo je parle des let's play de Atomium et de Bob Lennon, mais je vais essayer de trouver un playthrough, parce que voilà, je vais pas récupérer les vidéos d'Atomium alors qu'il y a sa tronche qui apparaît dessus. Voilà. Donc ne soyez pas surpris. Là c'est écran noir normalement. Ou pas d'ailleurs. D'ailleurs j'aurais peut-être mis les images de God of War dès maintenant. Et puis voilà. Donc profitez bien et ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver ma tronche bien assez vite. Mais ces deux jeux présentent un défaut commun, mais ils le font de manière différente. Mais le problème est le même, c'est-à-dire qu'au lieu de créer tout un univers et ensuite d'inscrire le personnage principal dans cet univers, ils ont préféré créer le personnage avec toutes les capacités qu'il peut avoir, et ensuite créer l'univers autour des capacités et des possibilités que le personnage a. Par exemple, dans God of War, il a une hache boomerang. Et dès la première énigme, en fait, on montre bien que pour passer, il faut tirer sur une chaîne, puis bloquer le mécanisme de poulie et d'engrenage qui tient une porte avec la hache, et ensuite passer la première porte, rappeler la hache, pour que la porte qu'on a ouverte se referme, et qui enclenche un autre mécanisme qui permet à une autre porte qui est devant nous de s'ouvrir. Donc c'est un système de sas, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir une première porte pour pouvoir passer, et il faut refermer la première pour ouvrir la deuxième. Eh bien, rien que pour cette première énigme, alors qui est intégré à un temple, un vieux temple en ruine, donc qui est quelque chose qui est bien antérieur à l'arrivée de Kratos dans cette région-là, eh bien, il faut une force suffisante, puisque même s'il y a un système de poulie et d'engrenage pour pouvoir ouvrir la porte, il faut quand même une force relativement suffisante, pas n'importe qui peut tirer sur ces chaînes, donc il faut une puissance suffisante pour soulever la porte, et ensuite il faut avoir une hache, pour pouvoir... Enfin, une hache. Il faut avoir un objet qui peut se planter dans un autre objet, donc dans n'importe quel autre objet, pour retenir le mécanisme, et il faut que cet objet puisse être rappelé, ou du moins enlevé du mécanisme, à distance, pour pouvoir donc fermer la porte pour ouvrir la deuxième. Donc on a la super force de Kratos, et le fait qu'il a une hache qui peut rappeler à volonté, qui entre en jeu donc pour cette première énigme, afin de passer plus loin. C'est-à-dire que même si le temple n'était pas en ruine, puisque le fait qu'il soit en ruine, ça permet quand même facilement de passer à travers, hein, eh bien quand il était en pleine possession de ses moyens, ce bâtiment-là, eh bien, pour pouvoir passer de l'autre côté du bâtiment, il fallait quand même activer ce mécanisme-là pour y être. Donc déjà, ça pose des problèmes de cohérence, en fait, d'univers, puisque si tu n'es pas Kratos, avec une super force et avec une hache boomerang, comme je l'appelle, eh bien, tu ne peux pas passer. Ou alors, il faudrait que tu aies un équipement similaire, mais en tout cas, ça n'a quand même pas de sens de faire une énigme avec un matériel que tu dois avoir sur toi pour pouvoir le passer.
Sinon, ça veut dire qu'il n'y a que ce personnage-là, et uniquement ce personnage-là, qui peut passer ce cap. Et donc c'est incohérent, puisque au-delà de ce cap-là, on retrouve des PNJ qui donc ont pu passer cet endroit-là. Alors évidemment, il doit y avoir forcément des routes annexes, etc., etc., mais tout le long du jeu, on va être confronté à des énigmes pour pouvoir avancer, parce que c'est le chemin normal du jeu pour pouvoir donc continuer l'aventure. À moins qu'il y ait un chemin qui est le chemin principal pour aller d'un point A à un point B, mais du coup ça veut dire que Kratos serait con d'ignorer ce passage, puisque c'est sans doute, enfin si c'est le passage principal en fait, pourquoi ils l'empruntent pas, surtout que même le passage dérobé a des embûches, a des ennemis, etc., etc., donc voilà. L'un dans l'autre, soit il y a un passage principal, mais le personnage principal est trop con pour l'emprunter parce que je ne sais pas, soit il n'y en a pas, et donc ça veut dire que il devrait... Et donc, ça veut dire que sur ce passage secondaire, les énigmes devraient être réalisables par n'importe qui. Surtout que certaines énigmes, certains passages sont bloqués, et la seule manière de pouvoir y accéder, c'est de pouvoir envoyer une personne fine ou petite, donc heureusement qu'il est accompagné de son fils, parce que sinon, dans certaines énigmes, il n'aurait pas pu avancer. Donc c'est encore une autre caractéristique de Kratos, c'est d'être accompagné par un enfant qui, dans certaines situations, peut l'aider à débloquer certains passages. Donc, par exemple, en usant la courte échelle pour atteindre un niveau qui est trop haut pour pouvoir être escaladé, et ensuite débloquer une échelle ou une porte ou quoi, mais en tout cas, sans cette personne-là, eh bien, il n'aurait pas pu avancer. Donc, encore une fois, ça implique que si un autre personnage qui n'est pas Kratos veuille aller de ce côté-là de la map, eh ben, il ne peut pas, à moins d'avoir les mêmes caractéristiques du personnage principal. Donc, avec ces deux exemples-là, on voit bien que c'est le personnage principal qui a été créé en premier, et à qui on a attribué des capacités et des caractéristiques qui lui sont soit propres à son équipement ou aux personnes qui l'accompagnent. Et ensuite, ils ont bâti l'univers, et notamment le level design, pour mettre en scène des niveaux au sein d'un open world, pour mettre des obstacles sur la route des joueurs, tout simplement. Et donc ça présente une grosse incohérence de construction d'univers, parce que si tu n'es pas Kratos, tu ne peux pas avancer. Et dans la mesure où l'univers a été créé pour Kratos, comment peut-on ressentir l'héroïsme du personnage? Parce que ce n'est pas ça un héros. Ce n'est pas être la personne la mieux adaptée pour une certaine situation. Surtout c'est cette situation où épreuve a été designée sur tes propres caractéristiques. Être un héros, c'est être la personne qui agit face à une situation et qui utilise ses caractéristiques propres pour apprivoiser les difficultés de l'épreuve afin de les réussir au mieux. Si l'épreuve elle a été faite sur mesure pour tes caractéristiques, alors la réussir n'apporte rien pour le personnage. Parce que c'est sûr que tu vas réussir. Ces épreuves, c'est juste des portiques qui sont disséminés partout dans le niveau, et qui sont là juste pour faire passer la bonne personne au moment où elle se présente devant. T'es Kratos, tu passes, t'es pas Kratos, tu passes pas. Et donc ces épreuves, elles ne servent à rien. Juste à rallonger la durée de vie, mais c'est tout. Pour le personnage, ça ne dit rien dessus, ça ne lui apprend rien du tout, ça n'apprend rien au joueur par rapport au gameplay du personnage, c'est juste là pour ralentir le joueur dans sa progression dans l'univers. Surtout qu'une fois qu'une épreuve est réussie pour avancer dans l'histoire, eh bien en général, tu débloques un raccourci qui te permet de ne pas passer cette épreuve une fois de plus pour pouvoir passer. Donc c'est vraiment bien la preuve que tu perds du temps à passer le portique, et une fois que le portique est passé, eh bien tu te fais une backdoor pour pouvoir le passer plus facilement la prochaine fois sans présenter ton passeport. Par
Par exemple, dans Dark Souls, les épreuves c'est uniquement du combat, et quand on débloque un raccourci, ce n'est pas seulement pour pour faire une backdoor dans les épreuves, mais c'est aussi pour imbriquer le level design avec lui-même. Et en général, ce n'est pas à chaque couloir qu'il y a un raccourci pour pouvoir revenir sans affronter les mobs qui sont dans ce dit couloir. Alors que là, dans God of War, à chaque énigme passée, il y a une backdoor pour passer sans repasser cette énigme. Il y a d'autres trucs dans God of War que j'aime pas, c'est... c'est certaines incohérences en fait qu'on trouve, par exemple dans ce premier temple qui est en ruine, qui est donc là depuis des milliers d'années et dont personne n'a entretenu, personne n'est dedans à entretenir donc ce qui peut rester dans ces ruines là. Et bien on trouve quand même un tombeau dans lequel des torches sont allumées. Donc apparemment le feu, une fois qu'il est allumé sur une torche ou un brasier, enfin c'est pas vraiment une torche mais c'est un truc qui peut contenir du feu. Eh bien apparemment le feu là est éternel. Voilà, donc ça peut se consumer à l'infini, il n'y a aucun problème. Donc voilà, mais ça rajoute de l'ambiance. Voilà, c'est pour ça que c'est fait en fait, parce que ils voulaient habiller une certaine scène, et donc ils ont dit on va rajouter de la lumière créée par une source de feu, ce sera plus classe, mais le problème c'est que ça ne tient pas debout quand tu le mets dans une ruine qui date de je ne sais pas combien d'années, et que personne ne passe par là habituellement. En plus de ça, le premier boss, il apparaît vraiment de nulle part, en fait. Donc pour remettre dans le contexte, on a chassé un cerf, c'est le fils qui l'a tué. Et une fois que là, il y a une scène un peu attendrissante où on voit Kratos qui ne sait pas comment réconforter son fils ou est-ce qu'il doit le faire ou pas. Et donc son fils qui lui a tué son premier être vivant qui du coup ne sait pas comment gérer ce genre de choses. Et bien là, surprise, il y avait un gros ogre qui était là en train de, on sait pas, qui apparaît de derrière la falaise, qui fait même pas 2 mètres de haut, alors qu'on a une vue sur ce qu'il y a derrière et tout ça. Donc il apparaît vraiment de nulle part, juste pour créer de la surprise. Donc voilà, encore une fois, incohérence, blablabla, blablabla. Oui, je sais, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais c'est un détail, on s'en fout, blablabla, 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 blablabla. » Voilà. Par contre, pour revenir sur le level design, parce que je pense que ça fait partie du level design, c'est tout ce qui est coffre et collectable et tout ça. Là encore une fois, grosse incohérence, donc il y a des coffres partout, dont certains qui s'ouvrent avec des mécanismes que seul Kratos peut accomplir, parce qu'il a une hache boomerang. Évidemment, la hache boomerang peut se substituer par n'importe quoi, par exemple un arc, une flèche et une corde attachée à la flèche, mais voilà, dans certaines situations, enfin je veux dire, il faut quand même que tu aies un objet, il faut quand même que tu aies un objet qui peut se planter dans des trucs ou casser des trucs à distance et qui peut être rappelé aussi à distance. Ou alors, certains autres trucs où une flèche suffirait. En fait, il faut quand même un sacré paquet de flèches pour pouvoir passer toutes les énigmes qui sont sur notre chemin entre deux points stratégiques. Donc on a des coffres, comme je le disais, qui vraiment sont n'importe où. En fait, on se balade dans la forêt derrière chez nous, là, derrière la maison qu'on habite au début, et boum, il y a un coffre entre deux arbres qui nous attend, qui n'a jamais été ouvert. Voilà, on avance encore un peu plus loin, et entre deux rochers, boum, il y a un coffre qui est là. Voilà, on ne sait pas pourquoi il y a des coffres, on ne sait pas pourquoi ils sont pas déjà ouverts, parce que c'est littéralement à 20 mètres de la maison de là où Kratos vivait avant de commencer l'aventure. Donc, ils ont, voilà, c'est comme les champignons, ils ont poussé dans la nuit, on n'en sait rien. Qui c'est qui a mis ces coffres-là, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment du collectable pour mettre du collectable. Et pire que ça, en fait, il y a certains points où on trouve de l'argent, mais vraiment de l'argent par terre. C'est pas forcément ceux qu'on trouve dans le code, dans les coffres. Il y a des points, alors déjà c'est des points lumineux, parce que voilà, pour attirer le joueur, pour dire, hé regarde, il y a un truc ici, parce que évidemment le joueur il est trop con pour se rendre compte qu'il y a quelque chose quelque part. Donc, il y a un truc lumineux, et on va récolter l'item, et au pied d'un arbre, ou au pied d'une falaise, ou je ne sais où, on trouve de l'argent.
Donc voilà, encore une fois, cet argent il vient d'où, qui c'est qui l'a posé, etc., etc. Ensuite, il y a d'autres objets par terre. Par exemple, au début, on a trouvé 4 jouets, je crois, et ça aussi, ça se trouve par terre, n'importe où, juste avant de passer un pont. Oh, il y a un truc par terre, pareil, qui brille. C'est un jouet, on te marque 3 sur 4. Voilà, parce que il faut bien une interface qui explique aux joueurs combien il doit en trouver, parce que c'est important de chercher. Voilà, dans ce jeu, il y a beaucoup de collectables, donc... Les vidéos, je les ai vues sur les let's play de Atomium, principalement, et donc même lui, à un moment, il dit qu'il y a beaucoup trop de collectables dans ce jeu, parce que, voilà, c'est une manière pour les développeurs de rajouter de la durée de vie, parce que la durée de vie, c'est important, hein, dans un jeu vidéo, surtout ceux que tu payes 60 balles, parce que c'est un triple A, et encore 60 balles, pas forcément le prix le plus faible. Donc il faut justifier le fait de payer ce prix-là, et au lieu de mettre de la qualité dans le jeu pour proposer un univers cohérent, eh bien non, c'est pas la peine, on va rajouter la durée de vie, ce sera plus facile, il suffit de mettre des collectables un peu partout pour que le joueur explore vraiment chaque coin de la map, se rendre compte qu'à certains endroits il ne peut pas récupérer certains collectables parce qu'il n'a pas la capacité encore de pouvoir passer cet obstacle. Voilà, etc., etc. Le coup classique des jeux Ubisoft. Voilà. Et aussi donc des pierres de guérison, parce que voilà, hein, le jeu il serait trop difficile si on ne pouvait pas se soigner de quelque manière. On va en reparler aussi dans Fallen Order par rapport à ça. Mais voilà, par terre aussi on peut trouver des pierres de guérison, voilà, qui brillent aussi hein, pour faire. Hey, regarde! Voilà. Donc tout ça participe en fait au fait que on est en train de jouer à un jeu vidéo, et donc je pense que certains d'entre vous qui regardez cette vidéo ou pas, parce que c'est pas le truc que je fais le plus, les vues hein, sur cette chaîne, mais en tout cas, je m'attends à avoir des commentaires du genre « Oui, mais c'est un jeu vidéo, ça n'a pas besoin d'être cohérent, le plus important, c'est que ça passe le temps, etc., et que ce soit cool. En plus, regarde la mise en scène, elle est trop bien, etc., etc. » Oui, mais non. Ok? Dans un jeu vidéo, il y a deux choses importantes, c'est l'univers et le gameplay. Parce que ces deux choses-là, en fait, sont au service de la narration de l'histoire. Donc tu peux avoir des cutscenes ou des combats de boss vraiment avec une mise en scène aux petits oignons, mais si entre tout ça, eh bien tu as que de la merde, voilà, le mot est lâché, parce que je ne suis pas tendre envers ce genre de choses, ce genre de création de jeux vidéo, eh bien ça ne sert à rien, puisque la narration, en fait, elle n'est pas égale partout, et ça ne raconte rien. Le principal, dans une histoire, même si c'est une série, un film, c'est qu'est-ce que ça raconte, et comment ça le raconte. Et dans un jeu vidéo, pour le comment ça le raconte, ça passe par le level design, par le gameplay, et notamment par les interactions que le jeu a. Et donc les interactions, c'est l'interaction que le joueur a envers le jeu, donc ça, c'est le gameplay, et c'est les interactions que le personnage a dans son propre univers. Et donc ça, c'est notamment lié par le level design. Aujourd'hui, dans le domaine du jeu vidéo, on a atteint un cap, je pense, en termes de graphisme. C'est-à-dire que dans les années 90 et dans le début des années... Enfin, depuis toujours, en fait, depuis le début du jeu vidéo, jusque, on va dire, 2015, voilà, pour être à peu près large, ça a toujours été la course au graphisme. À chaque fois, il y a eu la guerre des consoles entre une PlayStation et une Xbox, par exemple, ou une console Nintendo. Ça a toujours été un des gros arguments, c'est « Oui, les graphismes, ça peut faire du 1080p à 60 fps. Non, mais nous, on peut faire du 4K en 30 fps. Oui, mais nous, on peut faire ci, on peut faire ça, etc. etc. » Mais ça, c'est... Je pense qu'on a atteint un cap. Maintenant, les seules choses qui peuvent être améliorées, en fait, par rapport à un jeu vidéo, parce qu'évidemment, on va toujours avoir des consoles de plus en plus performantes, de plus en plus puissantes, et qui peuvent afficher une résolution de plus en plus importante. Mais déjà, avec le 4K, en fait, on a une résolution, on n'a pas besoin d'aller au-dessus, en fait. On a déjà une sensation de réalisme par rapport à ça. Et puis, ce n'est pas ce qui définit
un jeu vidéo, un bon jeu vidéo de toute manière, et un bon graphisme en fait. Par exemple, donc je vais beaucoup citer ce jeu-là parce que c'est pour moi un des très bons exemples de ce qu'il faut faire dans la réalisation d'un jeu vidéo en termes de level design et de gameplay. C'est Zelda Breath of the Wild. C'est sur Switch, et la version Switch, quand tu l'as en version portable, elle est en 720p, quand elle est sur la console, elle est en 180p, et encore, je suis même pas sûr de ça, je crois qu'il est encore en 720p. Je crois qu'il est possiblement que même sur écran, ils sont en 720p. Mais c'est quand même un putain de beau jeu. Parce que c'est la direction artistique qui est derrière, qui est vraiment cohérente, et qui propose quelque chose de, même si c'est pas techniquement parfait, c'est artistiquement parfait. Tout ça pour dire que la résolution, on a vraiment atteint un cap actuellement. En fait, on ne pourra pas aller plus haut, enfin, on peut aller plus haut, mais ça sert à rien d'aller plus haut. Là où on a besoin de plus de puissance, c'est pour tout ce qui est effet esthétique. Donc, c'est ce qui commence à arriver avec le ray tracing. Actuellement, avec les dernières cartes Nvidia, et apparemment la PS5 aussi sera capable de faire du ray tracing. Et donc ça, c'est du calcul en plus pour calculer les lumières, pour avoir des lumières et des réflexions plus réalistes. Donc voilà, donc ça fait un peu partie de la résolution et des graphismes purs. Mais voilà, c'est des petits détails par-ci par-là, mais en termes d'affichage, c'est ça que je veux dire, on a atteint un cap, selon moi. Mais là où tout va se jouer dans les prochains jeux à sortir, c'est dans la capacité à afficher beaucoup d'éléments à l'écran. Donc plein de PNJ, ou même plein de PJ qui peuvent interagir ensemble ou pas, mais qui peuvent être affichés en même temps sur la map et qui peuvent interagir et avoir des conséquences sur l'univers en même temps. Voilà, donc c'est le nombre d'interactions en fait que tu peux avoir dans le jeu. Et là aussi où par contre là c'est la puissance d'une console n'a rien à voir là-dedans, c'est l'interaction par rapport aux joueurs envers le jeu, donc par rapport au gameplay. On a beaucoup de jeux qui sont sortis dernièrement, même principalement du côté indé, qui nous montrent vraiment des gameplays très intéressants et très bien poussés. Par exemple, Dead Cells, c'est un jeu qui a un gameplay qui est vraiment aux petits oignons. Quand tu as la manette en main, en fait, tu peux vraiment jouer des heures et des heures sans être frustré par le gameplay, parce qu'il est vraiment réfléchi et réalisé aux petits oignons. Tout est cohérent. Ça réagit parfaitement bien, tout est nerveux comme le reste du jeu, donc vraiment, voilà, c'est un très bon exemple de gameplay. Mais pour revenir sur Breath of the Wild, qui, comme je l'ai dit, c'était un excellent exemple en termes de level design et en termes de gameplay, eh bien, une des interactions que je kiffe le plus, c'est que par exemple, quand tu coupes un arbre, eh bien, tu as le tronc qui tombe. Alors, effectivement, il perd ses feuilles, etc., quand il tombe. Mais voilà, le tronc, il tombe, et en fonction de comment on a tapé le tronc, il tombe toujours face à nous, et donc on peut utiliser ce tronc pour faire des ponts, par exemple. Et donc tu as vraiment une interaction et entre le joueur et le personnage, et dans le personnage et son environnement, en fait. Le personnage peut interagir avec son environnement. Alors, petite voix off en train de monter, parce que je trouve que je n'ai pas été assez clair enfin, sur ce que j'étais en train de dire. Quand je dis que en fait il y a une interaction entre le joueur et le jeu pour cette phase-là où on découpe un tronc pour faire un pont, c'est parce que le joueur, il a toutes les clés en main pour contrôler son personnage dès le début, enfin dès qu'on quitte l'île principale, on a tous les pouvoirs liés à la tablette Sheikah, et puis eh bien on a la mécanique des armes, voilà, et avec ça en fait le joueur est libre d'expérimenter toutes sortes de choses. Et je sais plus comment c'est introduit la première fois pour le tronc d'arbre pour faire des ponts, mais je crois que ce n'est pas forcément explicitement dit. Donc c'est-à-dire que c'est le joueur qui prend la décision de tester ses capacités au sein de son univers en fait. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a une interaction entre le joueur et le jeu, parce que ce n'est pas le jeu qui dit au joueur quoi faire, c'est le joueur qui expérimente ses propres capacités.
Et ça, c'est très important, parce que ça permet d'avoir déjà une expérience qui est propre à soi-même. C'est-à-dire qu'un autre joueur de Breath of the Wild, eh bien, il n'aura pas fait le jeu de la même manière, parce qu'il aura préféré un gameplay différent, il aura fait les choses dans un ordre différent, il aura fait certaines choses et pas d'autres, et inversement pour un autre joueur. Donc vraiment, l'expérience que le joueur a envers le jeu est différente d'un joueur à un autre. Voilà, par exemple, quand tu regardes des vidéos de Video Game Donkey, sur Breath of the Wild, qui était sorti à l'époque, il a fait des trucs de ouf, où il utilisait des ballons, des octopus, là, pour pouvoir faire envoyer des items. Avec ça, il combinait le pouvoir de déplacer les objets quand tu les arrêtes dans le temps, et puis du coup, il testait plein de trucs, il testait pour envoyer des rochers sur les ennemis, ou pour s'envoyer soi-même d'un point A à un point B super rapidement. Donc il y a plein de tests qui ont été maniés, en fait, qui ont été menés plutôt, pour ça. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve de génial et d'essentiel en fait pour un jeu, surtout open world, c'est de proposer aux joueurs la manière, enfin le moyen de tester ses capacités sans que ce soit le jeu qui vienne lui dire et lui crier dans les oreilles « Hey, tu devrais faire ça, c'est rigolo !» Non. Voilà. Donc, interaction entre joueur et le jeu, c'est le jeu... Enfin, c'est le jeu qui laisse la possibilité au joueur d'expérimenter tout ce qu'il veut avec les caractéristiques, avec les outils que le jeu lui a donnés au tout début. Ensuite, quand je dis qu'il y a interaction entre le personnage et son univers, eh bien, quand on coupe ce tronc d'arbre, eh bien, ça fait un pont. Donc, évidemment, le pont, il ne reste pas là pour toujours, parce que les zones se régénèrent quand tu n'es pas là. Mais... Enfin, je crois, hein, il me semble, je suis pas sûr. Mais en tout cas, pendant le moment où tu joues cette phase-là, en fait, eh bien, le personnage a eu une conséquence sur son univers, puisqu'il l'a modifié, afin d'ajouter un pont à cet endroit. Et aussi, quelque chose que je ne suis pas revenu par rapport à Breath of the Wild, c'est qu'il y a beaucoup de ressources que tu trouves aussi dans la nature, mais à la différence de God of War, où c'est dans des coffres que tu trouves n'importe où, ou même que c'est de l'argent que tu trouves par terre, ou je ne sais quoi, eh bien, dans Breath of the Wild, eh bien, c'est des cavernes que l'on trouve, et il y a des ressources géologiques qu'on trouve en faisant exploser des rochers. Ce qui est donc logique, puisque dans une montagne, il y a des rochers. Voilà, donc on ne questionne pas le pourquoi c'est ici. C'est des ressources minérales, donc dans une montagne, c'est normal d'en trouver, et en faisant exploser des rochers, voilà. Après, évidemment, il y a des coffres qui sont cachés, etc., etc. Mais au moins, il y a un certain effort de ce côté-là. Donc, voilà. Il est peut-être pas parfait sur ce point, mais en tout cas, il est quand même meilleur. Voilà, j'espère que j'étais assez clair pour cette partie-là. On peut retourner dans ce que je disais avec ma tronche. Et donc, selon moi, c'est là-dessus que devraient se concentrer les jeux futurs. Pour finir à God of War, je vais parler d'un point qui est aussi récurrent dans ce genre de jeu, et que Fallen Order a aussi, et donc on va gentiment glisser de God of War à Fallen Order grâce à ce point-là. Donc, c'est le système de combat. Comme je le disais, Kratos, il a une hache qui peut lancer et rappeler à foison, mais aussi donc il l'utilise pour se battre, non pas seulement pour résoudre des énigmes. Et pourtant, quand on donne des coups de hache, eh bien, on ne fait pas de dégâts physiques sur les ennemis, en fait. C'est-à-dire que oui, ils se prennent des dégâts. Oui, il y a une animation qui est jouée qui montre que l'ennemi prend des dégâts, et on voit sa barre de vie au-dessus qui perd des dégâts, enfin des points de vie, donc on voit qu'il se prend des dégâts. Mais en termes de conséquences physiques sur le corps, il n'y a rien du tout. Perso, je me prends un coup de hache, tout dépend de où il est, soit je meurs sur le coup, soit je perds un membre.
Et c'est pas parce que c'est un jeu vidéo que ça ne doit pas respecter ces règles-là, en fait. Moi, j'en ai vraiment marre des jeux où les ennemis sont représentés par une barre de vie, et que quand on tape dedans, bah, la barre de vie, elle diminue jusqu'à disparaître, et ce qui représente la mort de l'ennemi. Moi, je veux quelque chose qui se voit graphiquement, hein, par exemple dans Doom, pour citer un FPS, quand tu tires un coup de fusil à pompe dans le cul de quelqu'un, bon, évidemment, pas forcément les boss, mais en tout cas les mobs, machin, et ben, on voit qu'ils perdent des membres, ou qu'ils sont transpercés le bide, etc., etc. Et il y a un autre jeu qui fait ça très bien, et qui aussi met en scène un personnage qui est cheaté, parce qu'il a des pouvoirs qui le rendent complètement puissant, et qui a un système de combat super bestial, et qui donc aussi a des armes surpuissants, c'est ce jeu-là, X-Men Origins Wolverine, qui est un des jeux les plus jouissifs auxquels j'ai jamais joué, et ça, c'est un jeu PS3. J'ai regardé hier, et il me semble que ce jeu date de 2009, si j'ai bien retenu ce que j'ai lu hier. Il s'est passé 10 ans entre ce jeu-là et Fallen Order. Et pourtant, ce genre de jeu, ce genre de mécanisme de combat, on ne le retrouve pas dans ces jeux. Alors que d'un côté, dans God of War, on a Kratos, qui est, comme on l'a dit, un dieu, ou un demi-dieu, je ne sais pas, je ne connais pas assez la mythologie de God of War pour pouvoir en parler, mais qui est surpuissant, qui a une force colossale, et qui en plus est armé d'une hache. Quand il donne un coup de hache dans un ennemi, surtout qu'en plus, au début du jeu, ça ressemble presque à des arbres, les ennemis qu'on affronte, et ben, un coup, ça suffit déjà pour les tuer, et même si même si le coup est pas porté sur un organe vital, il perd un membre, obligatoirement, c'est obligé. On a des coups qui sont surpuissants, on le voit, c'est graphiquement à l'écran, ça nous est montré la puissance des coups, mais les ennemis n'ont physiquement rien. Et ça, c'est pour faire la durée, la difficulté du jeu, en fait. C'est pour dire, oui, t'as choisi le mode difficile, alors du coup, les ennemis, ils ont plein de vie, tu fais pas beaucoup de dégâts, et en plus, les ennemis, ils te font plus de dégâts qu'à l'accoutumée, donc tu perds plus de vie plus souvent, et tu meurs. Ce n'est pas réaliste, et le fait de montrer graphiquement que tu donnes des grosses patates quand tu tapes, avec un simple coup, en plus, c'est même pas un coup surpuissant, c'est ton coup de base, c'est une putain de patate, c'est décevant de voir que ça fait aucun dégât physique. Et là où c'est le plus frustrant, c'est donc dans Fallen Order, voilà, on va switcher de jeu, cette fois-ci, où dans ce jeu, tu as un putain de sabre laser. C'est une arme capable de trancher tout et n'importe quoi, et de passer à travers des blindages, capable de traverser des murs, capable de tout découper. Il n'y a rien qui résiste à la puissance d'un sabre laser. Rien du tout en termes de trucs connus, physiques. Et pourtant, les Stormtroopers, eh bien, on ne les one-shot pas. Quand on les touche, on ne les tranche pas. Il y a même une espèce de finish move où on voit le mec qui tranche le Stormtrooper vraiment en deux dans la verticale, comme ça, enfin dans l'horizontale plutôt, comme ça. Ce qui fait très mal, hein. Mais non, le Stormtrooper n'est pas coupé en deux, voilà. Les seules créatures qui découpent en deux, c'est les petits monstres, et c'est certains finishes sur des gros monstres. Voilà, parce que ce ne sont pas des humains, donc voilà, on peut se permettre de montrer ce genre de choses, hein, sinon on serait complètement choqué. Hein, voilà, c'est sûr qu'on est moins choqué par des incohérences physiques. De toute manière, aujourd'hui, le monde en a rien à foutre de la science, le seul truc qui compte, c'est des trucs jolis et qui nous semblent plausibles. Alors que pour un sabre laser, c'est simple, c'est très simple de faire un système de combat avec un sabre laser. Et là encore, il n'y a pas de dégâts physiques, je veux dire, et des fois, il y a des textures qui représentent les coups qu'on donne, mais un système de combat où ça applique des textures pour montrer les coups qu'on donne, ça existe depuis les premiers jeux sur PS1. Quand je veux dire les premiers jeux 3D sur PS1. Et la PS1, ça date des années 90-95 que c'est sorti en Europe. Donc ça fait 25 ans que ça existe, ce genre de technique de combat, et ça n'a pas évolué.
Alors imaginez un système de combat où tu as un sabre laser que le moindre coup peut être fatal pour n'importe quel ennemi parce que tu le découpes, littéralement tu le découpes. Eh bien on sentirait beaucoup plus la puissance du personnage. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce jeu de merde, donc... Et là, vous allez dire, oui, mais le jeu, il serait trop facile si on one-shotait n'importe qui, etc., etc. C'est pour ça que on gère la difficulté par le nombre. Parce que oui, un Jedi, ça peut one-shot n'importe qui avec son sabre laser, parce qu'il est super fort avec le sabre laser, mais pas parce que le sabre laser en lui-même est super fort, mais parce qu'il s'est entraîné toute sa vie à manier le sabre laser. Donc il y a toutes les techniques martiales qui sont liées au sabre laser. Donc c'est pas un super pouvoir d'utiliser un sabre laser, c'est tout le monde peut le faire, c'est juste qu'il faut beaucoup d'entraînement, c'est comme les arts martiaux. Actuellement dans notre univers, dans notre monde à nous, si tu t'entraînes pas, eh bien oui, tu n'es pas capable de le faire. Mais tout le monde peut s'entraîner pour avoir les capacités de se battre. Sauf si tu as un handicap physique, évidemment, mais tu m'as compris. Et donc tout ça pour dire qu'un Jedi, c'est juste une personne comme une autre. La seule différence, c'est qu'il est sensible à la force et qu'il s'est entraîné toute sa vie pour manier un sabre laser, pour utiliser la force, etc., etc. Et donc là où il est capable de one-shot n'importe qui s'il manie correctement son sabre, lui aussi peut être one-shot par n'importe qui. Sinon, les Jedi, ils auraient jamais perdu, en fait, contre les Sith. En tout cas, contre l'Empire. Parce que les Stormtroopers, ils peuvent effectivement être one-shot, même par un coup de blaster, pas forcément par un sabre laser, mais ils ont quand même réussi à tuer bon nombre de Jedi. Et pourquoi ? Parce qu'ils étaient nombreux. Et ils avaient aussi des machines de guerre, comme les AT-AT par exemple. Donc des véhicules blindés, beaucoup plus difficiles pour un Jedi d'affronter seul et rapidement. Donc c'est pour ça que un Jedi solitaire, qui n'a même pas fini en plus son entraînement de Padawan, ne présente normalement pas une menace sérieuse face à 2 ou 3 AT-AT et une dizaine de Stormtroopers. Il faut vraiment qu'il puisse manier le sabre correctement, ou qu'il puisse voir la menace arriver d'assez loin pour pouvoir se cacher, ou employer un chemin dérivé pour ne pas se faire voir, mais atteindre quand même son objectif. Ou sinon, eh bien, il se fait repérer et il se fait one-shot par un tir de blaster ou par un tir de AT-AT. Et même si les Jedi peuvent repousser en fait les tirs de blaster, eh ben à un moment donné, s'ils sont très nombreux, il y en a quand même un qui finit par arriver. Donc la difficulté, en fait, elle devrait être gérée par le nombre d'ennemis qu'il y a, par les ennemis qui eux aussi possèdent des capacités d'être sensibles à la force, qui utilisent eux aussi des armes qui peuvent one-shot. De toute manière, un simple blaster, ça one-shot n'importe qui, en fait, si le tir est bien placé. Si tu touches, par exemple, dans le cœur, ça one-shot. Si ça touche dans le bras, ça tue pas forcément, mais ça handicape gravement le personnage principal pour pouvoir continuer à se battre. Donc c'est comme ça qu'on fait la difficulté, c'est pas en plaçant des incohérences avec une barre de vie sur chaque ennemi pour montrer que ton sabre laser, ça beau être l'arme la plus puissante, en tout cas l'arme blanche la plus puissante de cet univers-là, il faut quand même 15 coups pour tuer une grenouille géante, hein. Alors que la grenouille géante, elle a beau avoir la peau épaisse, tant que la peau elle est pas aussi épaisse que la longueur de la lame, ça transperce et ça le tue. Ou même si ça le tue pas, ça le blesse, mais ça doit se voir physiquement, en fait. Donc, tant que la peau de cet animal-là, en fait, elle fait pas l'épaisseur du sabre laser, en fait, il devrait être one-shot ou coupé, ou même si c'est pas one-shot, il va finir par mourir. Donc, limite, quand tu rencontres un ennemi que tu trouves trop puissant, tu lui donnes un coup suffisamment grave pour qu'il finisse par mourir, et tu te casses, et t'attends qu'il meure, et ensuite tu retournes pour le looter, ou je ne sais quoi d'autre. Et aussi, en parlant du sabre laser, j'ai oublié d'aborder un sujet par rapport à ce qu'il y a dans le jeu. À l'exception du fait qu'un sabre laser, surtout pour les Jedi, ce n'est pas un jouet qu'ils sortent constamment, et que le contexte actuel fait que dès qu'un Jedi est repéré, il est abattu sur place ou essayé d'être capturé pour être corrompu par le côté obscur, c'est plutôt une bonne idée d'avoir utilisé le sabre laser comme source de lumière.
il est possible, quand on explore un environnement sombre, de sortir le sabre laser et l'utilise vraiment comme une torche. Donc, ok, pourquoi pas, malgré les 2 points que j'ai abordés avant de dire cette feature, sauf que pendant ce mode-là, le sabre n'a aucune réalité physique dans l'univers. C'est-à-dire que il fait de la lumière, mais si, en fonction du déplacement du personnage, la lame percute un élément du décor, il n'y a aucune interaction et aucun dégât physique de représenter. D'ailleurs, même en dehors de ce mode de lumière, si on donne un coup dans l'environnement, enfin en tout cas les murs et tout ça, parce que je n'ai pas regardé par rapport aux autres items, mais évidemment s'il y a des jarres ou des trucs qui sont cassables, je pense bien que ça se casse. Mais les murs et l'environnement et les objets du décor propre, eh bien, il n'y a aucune interaction entre le sabre et donc le décor. Ce qui montre que dans ce jeu, malgré le fait que ce soit construit tout autour du personnage, eh bien, il n'y a aucune interaction possible entre le personnage et son univers, que ce soit en termes de décor ou des ennemis. Donc là où dans God of War je ne connais pas assez la mythologie pour proposer un gameplay différent de ce qui existe actuellement, autre que la hache devrait one-shot n'importe qui, ou devrait amputer des membres, etc., etc. Enfin en tout cas il devrait y avoir des blessures physiques sur les monstres qui affrontent, même sur les boss, même s'ils en meurent pas, même s'ils sont pas one-shot, mais justement ça montre qu'on doit trouver une manière de pouvoir les battre, en essayant de leur amputer des membres, de l'handicaper, de vraiment créer des blessures physiques qui va faire qu'il va finir par perdre. Mais Star Wars, je connais bien sa mythologie pour pouvoir proposer quelque chose de différent de ce qui a été fait dans ce jeu. Imaginez un système de combat qui one-shot tout ce qui est humanoïde, ou plus petit, ou à peine plus grand. Comme ce qu'avait fait donc X-Men Origins Wolverine en fait. Ce jeu il est vraiment jouissif parce que chaque coup de griffe démembre les ennemis, les tranches, etc., etc. Et la difficulté du jeu, elle est créée par le nombre d'ennemis qui apparaît en même temps, et par des personnages qui, eux aussi, ont des super pouvoirs, qui fait que ça met le personnage en difficulté. Donc pareil, on a un personnage qui est surpuissant, mais pourtant on a l'impression qu'il est en train de se battre avec un manche à balai. Et donc la difficulté viendrait du nombre d'ennemis présents à l'écran, et des ennemis un peu plus coriaces, parce que soit plus gros. Et imaginez par exemple une grosse créature, mais vraiment immense, et qui du coup a une peau qui est bien plus épaisse qu'un coup de sabre. Là, oui, il va falloir plusieurs coups de sabre au même endroit pour pouvoir entailler la chair jusqu'à atteindre les organes vitaux. Ou trouver un autre point faible, par exemple le cerveau, le crâne, parce que la peau au niveau du crâne, elle n'est jamais bien épaisse. Le crâne se trouve tout de suite en dessous. Donc voilà, trouver des points faibles, un peu à la Shadow of the Colossus, où il fallait trouver le point faible de chaque monstre. Et bien là voilà, si on a vraiment un monstre qui est énorme, qui constitue un boss, et bien trouver un autre moyen pour le tuer, puisque le démembrer ne suffira pas, enfin en tout cas ce sera beaucoup plus difficile de le démembrer, parce qu'il sera beaucoup plus résistant par ses caractéristiques propres, et non pas parce que sa barre de vie, elle est grande comme ça. Et là aussi, où tu rajoutes de la difficulté, c'est que si tu te prends un tir de blaster, tu meurs. Ou ça te handicape gravement en fonction de où tu reçois le tir de blaster. Si c'est dans la jambe, eh ben ton personnage, il boite. Jusqu'à ce qu'il se fasse soigner. Et là, encore une fois, les soins instantanés à la Dark Souls, eh bien, c'est pas cohérent. Petite précision, donc, je viens de parler de Dark Souls, qui a un système de soins similaire à ce qu'on peut trouver donc dans Fallen Order. Mais dans Dark Souls, en fait, c'est pas contraignant parce que ça fait partie de l'univers depuis le début, en fait. Les Fiel d'Estus, c'est ce qu'on trouve dans le premier Dark Souls. J'ai pas fait Demon Souls, en fait, donc je sais pas comment ça se passait dans ce jeu-là. Mais en tout cas, donc, dans le premier Dark Souls, les Fiel d'Estus, elles sont introduites très tôt dans le jeu, et c'est clairement dit que, voilà, c'est une fiole qui contient une substance qui permet de te soigner. C'est une espèce de remède miracle, en quelque sorte, mais qui fait partie de l'univers, en fait. C'est intégré à l'univers. Alors que dans Star Wars, l'univers, il est déjà créé par toute une mythologie derrière, notamment par les films, et jamais un Jedi ou
quelconque personnage ne s'est soigné avec une injection qui la guérit directement, en fait. Donc, c'est ça que je reproche au jeu, c'est que non seulement c'est un peu trop facile de mettre en place ce genre de système-là, dans un univers, en fait, où jamais il était introduit de système de soins comme ça, en fait. Quand Luke ou Anakin se fait couper le bras par un sabre laser, eh ben, il prend pas une pastille pour le soigner, il se fait greffer un bras mécanique. Voilà, c'est comme ça que marche Star Wars. Donc, au lieu que le robot lui passe des injections qui le guérissent et qui lui redonnent de la santé, ce qu'il aurait fallu, à la limite, ce sont des injections d'antidouleur, qui fait que ça expliquerait pourquoi il continue le combat, mais ça le soigne pas, et c'est que après combat, eh bien, le robot en fait soit capable d'appliquer une chirurgie à des endroits localisés en fait pour soigner à cet endroit-là. Et encore une fois, ça permet juste de rendre valide un membre, mais ça ne redonne pas de la santé en fait parce que il a perdu du sang, la douleur sera toujours présente, voilà, etc., etc. Donc il y a des systèmes qui auraient pu pallier par rapport à ça, et encore une fois, ça montre que le système de barre de vie est plus suffisant en fait pour ce genre de jeu. Ce qu'il aurait fallu, comme je l'expliquais, c'était que un coup ça tue un Stormtrooper ou ça l'handicape gravement, et que quand nous on se reçoit un tir de blaster, ça nous tue ou ça nous handicape gravement. Et donc ça en fait, ça passe pas par une barre de soins, mais ça passe par l'état physique de ton personnage. Dans Zelda Breath of the Wild par exemple, même si c'est pas par rapport au combat, mais quand on est dans un endroit qui est trop froid par rapport à l'équipement qu'on porte, eh bien on voit bien que le personnage en souffre, il a les joues qui deviennent rouges, le nez qui commence à rougir aussi un petit peu, on le voit grelotter, donc c'est une réponse physique à la condition que l'univers lui apporte. Pareil, quand il a chaud, il transpire, il devient tout rouge aussi, et voilà, et en plus d'avoir des conséquences visibles physiques, eh bien il y a des conséquences sur le gameplay, parce que voilà, il ne regagne pas son endurance correctement, il perd de la vie, etc., etc. Donc voilà, il faudrait s'orienter dans cette direction-là en fait, plutôt que de toujours mettre des barres de vie, que du coup les combats c'est pas grave, tant que ta barre de vie elle est pas finie, il n'y a pas de problème, tu peux continuer. Voilà, donc ça c'est le genre de gameplay qui commence bien sérieusement à me saouler. Pour continuer donc sur Fallen Order, on va revenir sur le level design, parce que là, il y a quelque chose encore plus grave que dans God of War, c'est tout le système de texture. Là, non seulement les énigmes sont faites pour le personnage, les coffres, il y en a à foison à des endroits qui sont complètement illogiques. Par exemple, dans une vidéo de Bob Lennon, j'ai vu qu'il rentrait dans un temple aussi abandonné, en ruine, tout ce que tu veux, et sur une plateforme centrale, dans un lieu un peu inaccessible autrement que d'utiliser la force pour y aller, eh bien, il y a un coffre tout neuf de technologie, donc vraiment le truc placé là pour récompenser le joueur d'avoir exploré. Mais voilà, donc déjà le fait de voir ce genre de coffre là, c'est incohérent aussi avec l'univers. Hein. Pourquoi il y a un coffre là? Qui c'est qui l'a mis? Pourquoi il est pas ouvert? Pourquoi il n'a pas été pillé? Hein, surtout dans un univers comme dans Star Wars où le moindre droïde se fait kidnapper par n'importe qui pour récupérer les pièces, pour soit les revendre, soit réduire en esclavage pour revendre l'esclave ou quoi. Pourquoi il y a des coffres partout qui n'ont jamais été ouverts, jamais été pillés? Et surtout à ces endroits-là, c'est vraiment les développeurs. Enfin, en fait, si tu veux, le truc qui me gêne le plus là-dedans, c'est que dans ce genre de jeu, en fait, toutes les 5 secondes, le jeu te rappelle constamment que c'est un jeu. En fait, donc ça casse l'immersion, ça casse la cohérence avec l'univers et donc l'immersion. Et donc au lieu de vraiment participer au jeu, d'être impliqué émotionnellement, etc., etc., eh bien, pour toi, tu joues à un jeu. Tout jeu, voilà, parce que toutes les 5 secondes, le jeu...
Hé, je suis un jeu vidéo! Regarde! Je suis un jeu vidéo! Il y a un coffre qui te récompense d'avoir battu un boss! Et ça, moi, ça me gonfle. Parce que je sais que je joue à un jeu vidéo, c'est moi qui l'ai lancé, le jeu vidéo. Et justement, je veux m'évader, en fait. Je veux croire en l'univers. Je veux être capable de me dire, ok, je suis un Jedi dans l'univers de Star Wars, et je dois me débrouiller. Et encore une fois, le fait d'être un héros, ce n'est pas un personnage dont l'univers a été complètement bâti pour faciliter ce personnage-là à évoluer, à explorer, et donc à vaincre. C'est un personnage qui part de rien et qui arrive au sommet grâce à sa capacité à improviser et à manier l'environnement à son avantage. Et pour là où tu joues un Jedi qui maîtrise la force, qui permet de manipuler l'environnement qui l'entoure, c'est quand même grave d'avoir un jeu qui te facilite déjà tout, en fait, qui te montre que l'univers, il est déjà adapté à ton personnage. Et le plus gros exemple, c'est toutes les textures qui te disent hé, regarde, là, il y a une texture qui dit que tu peux grimper à cet endroit. Regarde, il y a des espèces de vignes ou de grillages qui te montrent que tu peux grimper. Donc, évidemment, chaque planète a sa texture différente pour t'indiquer que tu peux grimper. Mais en tout cas, sur une même planète, il y a une texture qui te dit hé, là, tu peux grimper, là, tu devrais grimper ici, là. Enfin, passe par ici. Non, mais passe par ici, je te dis. Le jeu, il continue par là. Il faut que tu montes par là. Voilà, dans Tomb Raider aussi, les derniers Tomb Raider qui sont sortis, t'as une texture pour t'indiquer qu'il faut s'accrocher ici, t'as une texture qui t'indique faut utiliser ton piolet ici pour pouvoir grimper, t'as des tyroliennes dans tous les sens pour te dire voilà, il faut que tu fasses des tyroliennes, etc., etc. Donc voilà, dans Assassin's Creed aussi pareil, tu peux monter sur n'importe quel bâtiment. Alors là, effectivement, il n'y a pas de texture spéciale pour t'indiquer, mais à cet endroit-là, il y a un système d'élévateur, tu sais, le truc où tu coupes la corde et puis du coup tu montes, ça t'amène directement sur un toit. Il y en a à tous les coins de rue. Tu peux monter sur n'importe quel bâtiment, tu peux monter sur les toits depuis n'importe quel bâtiment, depuis n'importe quelle façade, en fait, depuis n'importe quelle fenêtre ou porte, tu peux monter en fait et atteindre le sommet. Alors que voilà, c'est pas les États-Unis où t'as une cage d'escalier au derrière de chaque immeuble qui te permet de monter au-dessus d'un immeuble, quoi. Et puis même, les surfaces, elles sont souvent pas aussi rugueuses que ce que veulent nous faire croire les jeux, qui nous permettent de monter et d'avoir des prises n'importe où, n'importe comment, quoi. Donc, en mon sens, dans les Assassin's Creed, on devrait avoir seulement 2 ou 3 points de montée sur les toits par rue, et non pas par côté de bâtiment. Non. Oui, c'est de ça que je parle là. Non. Et donc, dans Fallen Order, il y a la texture qui te dit il faut monter par là, le jeu continue par là, là il faut glisser, à cet endroit-là il faut que tu sautes, là il y a une liane à prendre pour pouvoir sauter, etc., etc. Donc, tout est construit par les level designers pour dire aux joueurs hé, c'est par là qu'il faut aller. Alors que dans Zelda Breath of the Wild, on revient sur ce jeu, comme je le disais, que c'était un très bon exemple de ce qu'il faut faire, eh bien tu as un système d'endurance qui te permet de grimper n'importe où et de courir, et tu fais ce que tu veux avec. Tu peux monter dans les arbres, tu peux monter une montagne, tu peux monter une falaise, tu peux monter une maison, tu peux vraiment tout faire. Alors effectivement là tu peux t'accrocher à tout alors que les prises ne sont pas forcément visibles sur le truc. Mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de texture spéciale pour t'indiquer que tu peux grimper à tel ou tel endroit en fait. Tu es libre de faire ce que tu veux. La seule limite c'est l'endurance que tu as sur toi à l'instant T. Et donc ça offre beaucoup plus de liberté. Là, tu as vraiment un personnage qui n'est pas... Là, tu as vraiment un univers qui n'est pas adapté au personnage, mais tu as un personnage qui est capable de s'adapter à l'univers. Et ça change vraiment tout, parce que la notion de liberté, elle est beaucoup plus présente dans Breath of the Wild, parce que tu te dis, ouah, je peux monter cette montagne, il faut que je le fasse, tu vois. Et tu attaques la montagne du flanc que tu veux. T'es pas obligé de trouver un endroit où tu vois la texture qui te dit que tu peux monter par là. Donc ça laisse beaucoup plus libre l'exploration,
parce que tu n'es pas constamment à la recherche de textures, tu es à la recherche d'endroits à explorer, et tu n'es pas à la recherche de coffres ou de collectables posés n'importe où, juste pour appâter le joueur à aller d'un point à un autre. Tu es simplement attiré parce qu'à un endroit, il y a une montagne, il y a un lac, il y a un arbre tout seul sur une colline, il y a ci ou il y a ça, enfin en tout cas il y a des points d'intérêt naturel à amener le joueur à y aller. Alors que dans God of War ou dans Fallen Order, comme j'ai pu le voir dans les vidéos de Atomium et dans les vidéos de Bob Lennon, eh bien la seule excuse, la seule raison de pourquoi ils pensent l'exploration d'un endroit, c'est pour récupérer tous les collectables. Parce que les collectables rendent plus fort. Et là, c'est aussi un autre point sur lequel je voudrais venir, c'est que les collectables dans ce genre de jeu, les trucs que tu peux collecter pour améliorer ton arme, gagner de l'expérience, apprendre de nouvelles techniques, c'est fait pour être plus fort. Alors que l'expérience ne devrait pas venir du personnage, c'est pas le personnage qui devrait gagner de l'expérience, c'est le joueur qui devrait gagner de l'expérience dans le gameplay que le jeu lui propose pour être meilleur. Ça, c'est ce qu'on voit dans Dark Souls. Dans Dark Souls, certes, les armes présentent différentes caractéristiques, différentes statistiques qui permettent de faire plus de dégâts, mais elles ont chacun un gameplay qui leur est propre, et donc les joueurs choisissent beaucoup plus une arme par rapport au gameplay qu'elle offre que par rapport aux dégâts qu'elle offre. Et ça change tout aussi, parce que le joueur choisit son propre gameplay, et ensuite, à force de passer du temps à utiliser ce gameplay, eh bien, il maîtrise beaucoup plus et il devient beaucoup plus fort. Et donc, il ne devient pas plus fort parce qu'il fait plus de dégâts aux ennemis, mais parce qu'il sait le nombre de coups qu'il peut lui donner avant de ne plus avoir d'endurance, par exemple. Il sait la portée de ses coups, il sait à peu près quels dégâts il fait avec ses coups. Donc, il gagne beaucoup plus d'expérience, personnellement, en fait, en parallèle du perso qui lui aussi gagne de l'expérience pour garder cette mécanique de RPG du jeu. Mais c'est beaucoup plus parce que le joueur s'améliore dans le gameplay qu'il devient meilleur. Parce que dans Dark Souls, si tu prends une arme, t'as l'habitude d'avoir une arme et que tu changes d'arme parce qu'elle est plus puissante, eh ben tu vas sûrement te faire défoncer parce que même si tu fais plus de dégâts, eh bien tu ne sais pas utiliser l'arme comme tu utiliserais l'autre. Elle a une portée différente, elle a des coups différents, elle utilise de l'énergie, enfin de l'endurance différemment, etc., etc. Donc, la recherche de puissance, ça ne se fait pas par les statistiques de l'arme en priorité, ça se fait par le gameplay, et le gameplay que tu apprends, et qui donc donne de l'expérience non pas au personnage, mais au joueur. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très important, en fait, le fait que ce soit le joueur qui gagne de l'expérience, parce qu'un sabre laser, c'est un sabre laser. Ça devrait faire tout le temps les mêmes dégâts, en fait. Donc là, j'ai vu qu'il y a un système de customisation, mais c'est vraiment que de l'apparence. Mais s'ils auraient implémenté un système que telle ou telle apparence est plus puissante sur tel ou tel point des stats du sabre, là, ça aurait posé encore plus de problèmes, parce que ce n'est pas en changeant d'arme qu'on devient plus fort, c'est en gardant la même arme et en s'entraînant avec de plus en plus qu'on devient fort. Et ça aussi, c'est le but d'un art martial. Quand tu commences, le coup de poing que tu donnes quand tu fais de la boxe, par exemple, quand tu commences, ils n'ont pas d'appui, ils n'ont pas assez de puissance, parce que tu ne sais pas donner le coup. Tu as beau mettre toute la force que tu veux, le coup il sera pas puissant, parce qu'il n'est pas précis, parce qu'il n'est pas donné avec l'impact correctement, avec le bon angle, avec la bonne portée, etc., etc. Donc si tu n'as pas ces connaissances-là, tu n'es pas fort, même si ta force brute, elle, est assez élevée. Même si l'arme que tu utilises est surpuissante. En parlant de cosmétiques, un autre point que je n'ai pas abordé, c'est que y a beaucoup trop de cosmétiques possibles pour le sabre laser. Et un Jedi, ça ne custom pas son sabre laser toutes les 5 minutes parce qu'il a débloqué un nouveau truc qui permettait de le rendre plus joli ou de changer la couleur. Un sabre laser, c'est un cristal qui détermine la couleur du sabre et une source d'énergie, ainsi que donc un pommeau ou une hilt en anglais qui détermine le design, la couleur
et donc la durée de vie, enfin l'énergie est infinie en fait dans cet univers-là par rapport à ces sabres laser-là. Donc voilà, durée de vie infinie. Mais donc voilà, c'est ce qui définit les caractéristiques du sabre laser. Donc, dans l'ordre Jedi, la manière dont ça se passe, c'est que on confie un sabre laser à un padawan. Une fois qu'il devient chevalier Jedi, eh bien, il se crée son propre sabre dans la tradition. Le personnage que l'on joue a été formé par un Jedi. Je me rappelle plus si du coup sa formation s'est passée après le déclin ou si c'était avant le déclin des Jedi que ça s'est passé. Mais il me semble que c'était avant le déclin des Jedi, donc du coup il a été formé depuis son enfance, normalement, pour être Jedi. C'est-à-dire que normalement il a cette tradition d'avoir son sabre de Padawan qui lui a été confié, et que quand il devient chevalier Jedi, eh bien, il crée son propre sabre laser. Alors évidemment, il n'y a plus l'ordre des Jedi de présent pour pouvoir continuer cette tradition, et à faire un sabre laser dans cette condition politique, dans la réalité politique dans laquelle le personnage évolue dans ce jeu, c'est très difficile, puisqu'il faut réunir les composants, ne pas se faire cramer par l'Empire, et réussir à créer son propre sabre laser. Donc, le fait de customiser son sabre toutes les 5 minutes parce qu'on a débloqué un nouveau truc de cosmétique, c'est pas vraiment cohérent. Alors certes, ça fait très plaisir aux fans de pouvoir avoir son sabre laser rêvé, de fabriquer son propre sabre laser, mais ça aurait été beaucoup plus sensé et cohérent au sein de l'univers du jeu, encore une fois, parce que c'est ça le but du jeu, techniquement, c'est d'être cohérent avec lui-même. C'est pour ça en fait que je reproche à ces jeux d'avoir construit le personnage en premier, et l'univers ensuite, pour répondre aux besoins des caractéristiques du personnage. Parce que si ça aurait été l'univers qui a été créé en premier, il serait cohérent avec lui-même. Parce que l'univers en entier aurait été designé de manière à être cohérent avec lui-même. Parce que si c'est pour créer un univers qui n'est pas cohérent déjà à la base, qui définit des règles pour les briser aussitôt pour certains endroits, ça n'a pas de sens. Donc forcément que quand on crée un univers depuis le début sans prendre en compte le personnage qui va y évoluer ensuite, ça donne un résultat cohérent et sensé. Alors que si le personnage est créé en premier, eh bien forcément il va y avoir des incohérences, parce que le seul but du level design pour ce cas-là, c'est de répondre aux besoins du personnage. Donc, un coup, le personnage aura besoin dans cette situation que ça se passe de cette manière, et dans une autre situation similaire, d'autres conditions feront qu'il aura besoin d'autre chose pour que pour que les besoins du personnage soient remplis. Donc ça veut dire qu'il va y avoir plein d'incohérences, parce qu'à chaque fois qu'il va y avoir un problème, eh bien on va greffer une solution sur quelque chose qui ne peut pas l'accepter en fait. Parce qu'il y a déjà d'autres trucs qui ont été greffés par-dessus avant, pour les besoins du personnage avant. Ce qui veut dire que les règles sont en constante évolution. Et c'est pour ça qu'on a un univers qui est incohérent au final, parce que c'est pas un univers fait pour faire crédible et être sensé, c'est un univers qui est fait pour être pratique pour le personnage que l'on joue. Donc, ça aurait été beaucoup plus sensé qu'il ait son sabre de Padawan au début, parce que de toute manière, il n'a pas achevé sa formation de Padawan. Donc c'est son sabre de Padawan qu'il a depuis le début, qu'il ne peut pas customiser, parce que il n'y a pas de magasin de sabre laser tous les 5 kilomètres. Éventuellement, ce qui peut arriver, c'est qu'il perde son sabre laser à un moment donné de l'aventure, et c'est justement un objectif
qui aurait été vraiment sympa de mettre en place, c'est d'aller rechercher des composants pour se refaire un sabre laser. Et là, oui, là, à ce moment-là précis, il se met en quête d'aller chercher ces composants-là, parce qu'il en a besoin sur le moment. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, il est sans arme, ou du moins sans sabre laser. Donc il peut peut-être récupérer un blaster, ou récupérer une arme blanche, ou je ne sais quoi, en attendant de retrouver ces trucs, ce qui rend la progression beaucoup plus difficile. Ça me fait penser à Zero Suit Samus, par exemple, dans Metroid Zero Mission, où à un moment donné, donc elle perd son armure, et elle est obligée de progresser dans un territoire hostile, qu'elle ne connaît pas, avec des créatures qui veulent sa mort, et elle a aucune arme à part un pistolet taser. Et donc on aurait pu avoir le même genre de phase, où il est désarmé parce que son sabre a été détruit ou perdu dans un endroit où il ne peut pas le récupérer. Donc il se met en quête de nouveaux composants pour faire son sabre laser. Et là, à la limite, tu peux te permettre d'implémenter plusieurs circuits afin qu'il y ait plusieurs pièces possibles à être récupérées, afin de customiser ton propre sabre laser. Mais tu dois aller chercher toutes ces pièces là, et une fois que tu as tel truc, par exemple, dès que tu as les cristaux, tu n'as plus moyen d'aller chercher un autre cristaux, en fait. Donc il faut que tu trouves la couleur que tu veux dès le début. Donc ça t'oblige à aller chercher sur les autres trucs, mais une fois que tu as une couleur, enfin un cristaux, il est plus possible d'aller en chercher d'autres. Et pareil pour tous les composants, en fait, du sabre laser. Ce qui fait qu'à la fin, le joueur a un sabre unique, qu'un autre joueur ne peut pas forcément avoir. S'il y a beaucoup de combinaisons possibles qui s'échangent, il y aura beaucoup de variantes possibles, et donc il est fort possible que tous les joueurs n'ont pas le même sabre. Enfin, en tout cas, les chances seraient très faibles. Et là, oui, c'est cohérent, et une fois que le sabre est fait, eh bien, il ne change plus de design jusqu'à la fin du jeu. Voilà une situation sensée dans un univers déjà établi. Parce que Star Wars, l'univers est déjà établi. Il n'y avait même pas d'effort à faire, en fait, pour créer cet univers. Il est déjà créé, cet univers, via tous les films et tous les produits dérivés, les comics, les romans, et tout et tout. Donc, ils ont réussi à produire aucun effort pour produire quelque chose de cohérent, avec un univers qui est déjà établi à la base. Alors désolé, l'image elle devient de plus en plus dégueulasse parce que la lumière elle devient de plus en plus faible, donc il faut que je compense avec l'ISO de mon appareil. Donc voilà. C'est ça qui arrive quand on n'a pas de la bonne lumière pour faire de la vidéo et qu'on dépend de la lumière du jour. Alors que par contre dans God of War, ça c'est le cas en fait. Quand tu améliores ton arme, ton arme elle devient de plus en plus puissante. Alors qu'elle change pas. La seule manière de rendre une arme blanche plus puissante, entre guillemets, c'est en l'aiguisant, et encore seulement si elle était émoussée. Mais entre ton arme bien aiguisée et toujours ton arme bien aiguisée, eh bien, elle ne fera pas plus de dégâts sous prétexte qu'elle a été aiguisée par quelqu'un d'autre. Si le tranchant il est le même, le tranchant il est le même, et il fait les mêmes dégâts. Alors que là, dans le jeu, dans God of War, non seulement ton personnage gagne des niveaux d'expérience pour devenir plus fort, mais en plus, ton arme elle-même gagne des niveaux pour être plus puissante. Et donc du coup, en fait, dans ce jeu-là, tu n'évolues jamais, puisque c'est ton personnage qui évolue à ta place, et donc le gameplay, il évolue pas, il te fait pas progresser, tu n'apprends rien en tant que joueur vis-à-vis du gameplay, parce que c'est le jeu qui progresse à ta place. Alors qu'un jeu de rôle, donc RPG, donc quand tu joues à un RPG, surtout à un action RPG, en fait, eh bien, c'est un jeu de rôle où tu dois te mettre à la place d'eux, tu dois jouer un rôle. Sauf que là, tu ne joues pas un rôle. Tu regardes le jeu jouer un rôle. Parce que ce n'est pas toi qui est impliqué dans le gameplay, en fait. T'as tel ou tel gameplay, certes, c'est toi qui joues, c'est toi qui as la manette en main, c'est toi qui appuies sur les boutons, mais c'est tout le temps la même bouton. Tu n'évolues pas, tu gagnes pas d'expérience, toi, en tant que joueur, sur le gameplay. Ce n'est pas le joueur qui s'implique dans le personnage.
en tout cas en termes de gameplay, parce qu'évidemment, émotionnellement, en fonction de ce qui arrive, tu peux être impliqué ou non, en fonction de ta sensibilité personnelle. Mais en termes de gameplay, tu n'es pas impliqué dans ce genre de jeu, parce que c'est le jeu qui travaille à ta place. Pour revenir sur Fallen Order, un des trucs aussi que je reproche le plus, c'est, je l'ai brièvement mentionné, c'est le fait donc que comme les textures indiquent au joueur où il faut passer, eh bien le personnage n'est pas libre de se mouvoir comme il le veut dans l'univers. Puisque c'est assez paradoxal en fait, vu que l'univers a été construit pour le personnage, puisque le personnage a été construit en premier, avec toutes les caractéristiques qu'il puisse avoir, et qu'ensuite on a créé le niveau pour créer des situations où il aura besoin de ses capacités pour pouvoir avancer, mais des capacités très précises, donc ils ont créé des problèmes très précis pour être résolus par une seule et unique manière, c'est la caractéristique du personnage, et bien ça atténue l'exploration. Là où dans un Breath of the Wild, on grimpe une montagne parce qu'on veut grimper la montagne pour voir ce qu'il y a au-dessus ou pour voir le paysage qu'il y a depuis en haut, eh bien, dans Fallen Order, on monte dans les endroits où on nous dit de monter, parce que si on nous dit de monter à cet endroit-là, c'est que c'est forcément là où il faut aller pour continuer l'aventure, ou c'est forcément là où il faut aller pour découvrir un collectable. Donc forcément que les joueurs, ils vont emprunter ces chemins-là pour avancer, en négligeant tous les autres chemins possibles pour l'exploration. Par exemple, tu arrives dans un temple en ruine, eh bien tu vas grimper là où tout le jeu t'indique de grimper, tu vas courir sur les murs là où le jeu t'indique qu'il faut que tu cours sur les murs, tu vas grimper sur les lianes là où le jeu t'indique que tu dois grimper sur les lianes, mais par contre, tout le reste du niveau, eh ben, tu ne peux pas y grimper, tu ne peux pas courir sur les murs, tu ne peux pas t'agripper à des lianes, tu ne peux pas utiliser la force, parce que c'est là aussi où je veux en venir. Dans Breath of the Wild, c'est l'endurance qui nous limite. Mais quand tu es un Jedi, c'est la force. La seule différence entre un Jedi et un Pekno lambda, c'est la capacité à utiliser la force. Et le fait de s'entraîner depuis la naissance pour être un Jedi. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc c'est quand même ouf de se dire qu'il y a un jeu qui a décidé de faire son personnage principal un Jedi, et qui n'utilise pas le fait qu'il puisse utiliser la force pour maîtriser l'environnement. Parce que c'est ça, en fait, un Jedi. C'est un être humain qui... Enfin, je dis humain, mais pour un être humanoïde qui arrive dans un lieu hostile pour lui, parce que la nature, c'est pas une vision créationniste, hein. En fait, c'est ça. C'est complètement ça, en fait, dans ce genre de jeu-là. En fait, l'univers est fait de manière créationniste. C'est fait pour tel personnage. C'est fait pour telle caractéristique de ce personnage-là. Alors que si tu crées ton univers en premier, tu dis voilà, là il y aura une montagne, là il y aura un ruisseau qui va amener à une falaise, et ici il y aura tel truc de point d'intérêt, ici il y aura telle ville qui s'est bâtie ici parce que c'est propice à l'économie, parce que c'est proche de la mer, ou parce que peu importe les raisons en fait que on peut bâtir une ville à tel ou tel endroit, eh bien ça, 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 ça donne un univers déjà cohérent, et en plus de ça, ça fait un univers praticable par n'importe qui, dans la limite de la physique de l'univers. Et là où un Pekno standard est limité par la gravité, parce que voilà, il peut pas escalader
certaines hauteurs, surtout s'il n'y a pas de prise, il ne peut pas soulever des trucs énormes, etc., etc. Eh bien, pour revenir sur des ruines, comme j'ai cité l'exemple tout à l'heure, eh bien, au lieu d'avoir des textures qui t'indiquent où tu peux monter et où tu peux passer, où tu peux courir sur les murs, eh bien, imaginez qu'il y a un endroit où il aimerait pouvoir grimper, eh bien là, il y a différentes solutions. Soit il utilise la force pour se concentrer, pour faire un saut énorme qui lui permette de passer sur cette plateforme, ce qu'on a pu voir dans les films de nombreuses reprises. Voilà. Et donc, comme on peut le voir aussi dans Spider-Man 2 sur PS2, hein, un jeu PS2, où quand tu restes appuyé sur la touche de saut, eh bien tu le vois qui concentre une certaine jauge, et qu'en fonction du moment où tu relâches, eh bien le saut, il est plus ou moins haut. Alors là, c'est largement possible de faire la même chose, où tu vois le personnage qui se concentre sur la force, et qui ensuite utilise la force qu'il a réussi à concentrer pour sauter. Ce qui limite ses actions en combat, parce qu'il n'a pas forcément le temps de pouvoir se concentrer pour certaines situations. Et donc ce qui explique aussi le fait qu'il ait été coupé à la force au début, parce qu'on joue un Jedi qui a perdu sa connexion avec la force, parce que je ne sais plus quoi, et donc il n'a pas toutes ses capacités au début du jeu, à cause de cette rupture avec la force. Eh bien, justement, c'est un élément qui aurait pu être utilisé pour expliquer pourquoi il ne peut pas aller à tel ou tel endroit, en fait. Une autre des possibilités qu'il aurait pu utiliser pour aller sur cette plateforme, c'est de décrocher un pilier avec la force et de s'en servir pour faire un pont. Ou un escalier, enfin une rampe pour pouvoir y accéder. Ou c'est même carrément d'arracher un bout de bâtiment, de la structure. Par exemple, donc, imaginez donc, le personnage il est ici, qu'en fait le mur il est super grand et qu'il va aller sur la plateforme qui est formée par ce mur là en fait. Donc comme je l'ai dit, soit il saute sur le mur en concentrant la force, soit il décroche un pilier qu'il y a dans le temple pour s'en servir de plateforme pour pouvoir monter, soit il arrache carrément un bout de mur avec la force, qui fait que ça lui fait un plan incliné dans le mur, et sur lequel il peut avoir des prises pour pouvoir monter dessus. Voilà, donc là, c'est 3 manières différentes, et encore, je suis sûr qu'il peut y en avoir plein d'autres, de comment il aurait pu utiliser la force pour passer un obstacle. Et c'est pas le jeu qui lui a mis l'obstacle sur lui, c'est lui-même, c'est le joueur même qui s'est mis l'obstacle sur la route, parce que c'est lui qui veut explorer à cet endroit-là, en fait. Donc il s'est dit, ok, je veux aller par là-bas, donc il faut que je trouve un moyen d'y aller, et donc c'est lui-même qui s'est mis l'obstacle, et qui doit trouver comment pallier l'obstacle, et il y a plusieurs solutions possibles pour pallier l'obstacle. Et effectivement, cet obstacle-là, en fait, il peut le passer parce que c'est un Jedi qui manipule l'univers grâce à la force pour que l'univers s'adapte à lui à cet instant précis, à cet endroit précis, pour cette situation précise. Donc voilà, pour un jeu Star Wars ou tout jeu un Jedi, il y a largement moyen de, avec la force, justifier la manière dont il peut passer un obstacle. Et donc, comme il a perdu sa connexion avec la force, ça pourrait expliquer que la réserve de force qu'il peut utiliser est limitée au début. Tout comme dans Breath of the Wild, au début, on n'a pas beaucoup d'endurance, et au fur et à mesure qu'on avance et qu'on fait évoluer le personnage, eh bien on a de plus en plus d'endurance pour pouvoir grimper, et ou pour pouvoir courir, ou pour pouvoir faire n'importe quoi, en fait, pour explorer l'univers. Donc là, on aurait pu très bien faire en sorte qu'il commence avec une réserve de force limitée, parce que, justement, il est coupé avec la force au début, ce qui le limite dans la hauteur des sauts qu'il peut faire, ce qui le limite dans le poids qu'il peut soulever par la force, ce qui le limite pour courir vite, ou pour se battre avec force, ou etc., etc., tout ce que peut faire la force, voilà, sur le temps qu'il peut dépasser quelque chose. Et par exemple, ça pourrait, un élément de gameplay que je vois très bien faire
pour la solution de soulever un pilier, par exemple, eh bien, c'est que soulever un objet, en fonction du poids de l'objet, eh bien, ça détermine que pour le soulever, rien que pour le soulever avec la force, pour vraiment le prendre avec la force, eh bien, ça demande une quantité de force minimale. Et une fois qu'il est dans les airs, eh bien, la force, elle diminue de plus en plus, en fait, en fonction du temps que on prend pour le soulever. Ce qui crée deux choses, c'est-à-dire qu'au début du jeu, un objet qui est vraiment très lourd, eh bien, il ne va pas pouvoir le soulever. Et là encore, il ne faut pas que ce soit un dialogue qui s'enclenche en disant « Oh, ça m'a l'air vraiment trop lourd pour pouvoir le soulever !» Non, il faut que le joueur essaye de le soulever et se dise « Ok, je veux soulever ça !» Et il essaye, il voit que ça bouffe toute sa force, son personnage devient essoufflé et n'en peut plus, et là le joueur comprend avec ça qu'il n'est pas capable de soulever cet objet pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra jamais le faire, mais que pour le moment, avec ses capacités actuelles, il n'en est pas capable. Il n'y a pas besoin de dialogue pour ça. Mais que s'il veut tester, eh bien, il teste. Il perd tout le pool de force, il doit attendre que ça revienne pour pouvoir continuer, en fait. Comme donc dans Zelda Breath of the Wild, où on veut monter une montagne, et bien quand on arrive à mi-chemin et qu'on se casse la gueule parce qu'on n'a plus d'endurance, et ben on a essayé, on a échoué. Et ce n'est pas en bas de la montagne qu'on a commencé à essayer d'escalader que le personnage te dit « elle me paraît quand même très haute cette montagne, hein, je pense que je peux pas trop monter. Hein. » Non, le joueur essaye, il échoue, il en conclut qu'il peut pas le faire pour le moment. Et le deuxième effet, c'est qu'il n'a pas besoin d'attendre, d'avoir la capacité nécessaire pour le faire complètement, pour le faire. Par exemple, je prends un exemple pour que ce soit clair ce que je viens de dire. Pour revenir sur le pilier, c'est un objet qui est très lourd, et donc c'est au moment où il a suffisamment de force pour pouvoir le soulever, même si, juste après l'avoir soulevé, il peut le déplacer que de 5 cm avant de perdre le reste de réserve de la force qu'il avait pour pouvoir le bouger, et qu'après, du coup, il est super essoufflé et qu'il doit attendre que ça se recharge pour pouvoir la réutiliser. Eh bien, si le joueur le décide, il peut quand même utiliser cette solution, même si du coup c'est 5 cm par 5 cm pour le déplacer au final de 50 mètres. Si le joueur le décide, pour pouvoir passer un obstacle qui s'est lui-même créé, eh bien il peut le faire. Ce système de force qui ressemble beaucoup à l'endurance, mais qui permet d'utiliser des pouvoirs pour pouvoir se mouvoir, est vraiment quelque chose qui aurait pu être fait, et je comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait. Certes, là, la vidéo, elle dure depuis je ne sais pas combien de temps, en plus ça record depuis pas mal de temps, mais après montage, je ne sais pas combien de temps ça va durer, donc ça fait longtemps que je parle pour expliquer ce genre de choses, mais quand j'ai vu ce jeu, et que j'ai vu ce que ça proposait, et que j'en ai été dégoûté, parce que je me suis dit, putain, mais pourquoi ils ont encore fait un énième jeu? Parce que tous ces jeux-là se ressemblent. Même Atomium en a parlé dans sa vidéo, quand il faisait son gameplay sur God of War, c'est tout le temps le même jeu, que ce soit les derniers Tomb Raider, le God of War, Fallen Order, les open world d'Ubisoft et tout ça, c'est exactement le même jeu, c'est juste un skin différent. Mais tu prends les ennemis, ils ont la même barre de vie au-dessus, tu as les mêmes combos quasiment sur le même truc, c'est exactement le même jeu, mais dans une mythologie différente. Donc ça n'a aucun intérêt en fait de continuer à faire ce genre de jeu, et c'est pour ça que je ne les fais plus, parce que ça me gave, je suis saturé. Ce genre de jeu-là, on en bouffe depuis au moins 10-15 ans. Même Skyrim, il avait déjà beaucoup de choses qui sont repris abondamment aujourd'hui. Alors que lui, il était beaucoup plus logique, parce qu'effectivement, il y avait pas de collectable, il y avait de l'équipement à collecter, avec des coffres, mais les coffres, ils étaient placés dans des donjons, dans des endroits où c'était logique de trouver un coffre, dans lequel il était logique de trouver ce genre d'équipement. Là où aujourd'hui, on met des coffres n'importe où, avec des collectables lambda, qui veulent rien dire forcément, juste parce qu'il faut collecter des trucs, et on en met partout, même là où c'est pas logique d'en mettre. Donc tout ça pour dire que
quand j'ai vu le gameplay de Fallen Order, je me suis dit, c'est de la merde, et en plus, il m'a fallu même pas 30 secondes pour trouver ce que je viens de vous expliquer avec la force, qui est un système comme un système d'endurance pour pouvoir se mouvoir. Donc pourquoi moi, qui suis un gros connard barbu dans sa piole, qui en 30 secondes trouve cet élément de gameplay qui aurait rendu le jeu beaucoup plus intéressant, qui aurait impliqué le joueur de manière beaucoup plus efficace, qui aurait donc beaucoup plus impacté le joueur dans l'histoire, qui l'aurait poussé à explorer, parce qu'il aurait exploré de par lui-même, parce qu'il veut explorer, découvrir les secrets d'un lieu, et quand je dis les secrets d'un lieu, c'est pas forcément quelque chose de physique qui peut récupérer, mais c'est de voir tout, par exemple, pour revenir sur le temple en ruine, voir combien de salles il y a, qu'est-ce qu'il y a comme salle, par exemple, est-ce qu'il y a une bibliothèque, combien il y a de chambres, est-ce qu'il y a des toilettes, comment la technologie elle est créée, en tout cas, tu explores ces ruines, non pas pour te dire, oh putain, il y a des thunes qui m'attendent dans un coffre je sais pas où, ou oh putain, il y a des cosmétiques pour mon petit robot qui sont quelque part, qui doivent traîner quelque part, ou un élément de sabre laser qui traîne dans le coin pour pouvoir le customiser. Non, tu l'explores parce que ça va t'apporter des réponses sur l'univers, en fait. Si tu trouves une bibliothèque, tu peux te dire, waouh, alors ils avaient beaucoup de livres, qu'est-ce qu'ils en faisaient? Est-ce que du coup, ils étaient la réserve, enfin je dis des livres, mais peu importe la technologie qu'ils ont pour stocker de l'information, est-ce que du coup, ils étaient un centre d'information, ou est-ce que c'était un culte qui vivait ici, et qu'ils avaient donc de la connaissance aussi à partager par rapport à leur culte, ou par rapport à leurs croyances? Comment est-ce qu'ils étaient organisés, parce que du coup, est-ce que les chambres, elles étaient individuelles ou par plusieurs, quel genre de culte ils pouvaient être amenés à faire, est-ce que du coup, par exemple, dans une église, il y a un endroit où il y a les habits religieux qu'ils utilisent, donc est-ce que dans ce temple-là, il y a ce même genre de truc? Et si oui, à quoi ressemble du coup leur habit de cérémonie? Et du coup, ça va permettre de identifier ce culte-là, même si tu n'as pas réussi à trouver l'information qui concerne le nom de ce culte-là, en fait, eh bien, si tu tombes sur un autre site de culte plus tard dans le jeu qui présente les mêmes caractéristiques que tu as toi-même trouvé, parce que tu as toi-même fouillé, en fait, cet endroit-là, eh bien, tu vas pouvoir faire la conclusion tout seul que ces deux lieux sont liés, et que donc, du coup, par conséquent, si c'est un endroit de culte, que le culte en question, eh ben, il a pas mal d'influence parce qu'il a plusieurs bâtiments sur plusieurs planètes, ou même sur la même planète, eh ben, ils ont toute une structure vraiment colossale. Et donc, vous voyez, là, rien que pour un simple culte sur un simple temple en ruine, tout ce qu'on pourrait découvrir, même si c'est pas quelque chose de matériel, alors imaginez d'appliquer ce principe-là à tout ce que tu peux trouver dans un univers Star Wars, sur toutes les planètes que tu peux visiter, toutes les structures architecturales que tu peux trouver est naturelle. Alors que là, eh bien, on a juste un jeu qui te mâche le travail, qui te dit où passer, qui te donne de la cosmétique pour récompenser ton exploration, alors qu'en fait, une fois que t'as trouvé le coffre, bah tu te casses, t'en as rien à foutre en fait, t'as trouvé ton coffre. Donc tu te dis pas, ah ouais, c'est sympa cette architecture, ce détail de trucs, ah c'est joli comme endroit, ça valait le coup d'arriver jusqu'ici pour voir ça. Non, c'est juste, t'as ton truc, t'es récompensé, hop, tu te casses pour aller chercher ta prochaine merde. Et donc moi ça me sidère en fait qu'aujourd'hui on est tout le temps le même jeu, c'est juste le skin qui change. Et donc pour moi c'est de la merde sur lequel on vient mettre un plaquage doré par-dessus pour vendre, parce que ça se vend ce genre de jeu. Combien de fois j'ai vu God of War dans le top des jeux de la décennie? De la décennie! Pour eux, il n'y avait pas meilleur jeu à mettre dans cette place de leur classement dans le jeu de la décennie. Alors que c'est juste un Assassin's Creed déguisé. C'est juste, même Fallen Order, c'est juste un God of War déguisé. C'est de la merde dorée, et tout le monde en bouffe, et tout le monde en redemande, et personne ne critique ce genre de truc, et donc, on nous en resserre. C'est pour ça qu'on a tout le temps le même jeu actuellement, des AAA, c'est tout le temps les mêmes.
principalement, surtout un action RPG open world, c'est tout le temps le même jeu depuis 10, 15 ans, parce que tout le monde bouffe cette merde, tout le monde en redemande, et il y en a même qui kiffent tellement qu'ils le mettent dans les tops de la décennie des jeux vidéo. Voilà, top 10, quand on te demande de choisir 10 jeux en 10 ans pour faire un top, eh bien il y a des gens qui prennent God of War pour occuper une précieuse place. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Et encore, il y a plein de trucs que j'avais préparés, mais là je sens que la vidéo elle va être super longue, mais je vais quand même voir s'il y a un des points sur lesquels je voulais revenir, parce que je suis sûr que, voilà. Voilà aussi, dans Fallen Order, il y a un arbre de compétences aussi, je vais en parler vite fait. Il y a un arbre de compétences en fait qui te permet de débloquer des coups, et ça pareil, on en a vu dans tous les autres, dans plein d'autres jeux en fait, où plus tu progresses, même dans des jeux que j'adore comme Batman Arkham, tu progresses, tu gagnes de l'expérience qui te donne des capacités d'augmenter ton arbre de compétences pour débloquer de nouveaux coups. Même si j'adore Batman Arkham, hein, là aussi ça manque de cohérence, parce que Batman il s'est entraîné quasiment toute sa vie pour combattre le crime, et c'est pas parce que il s'est dit tiens qu'est-ce que j'ai comme coup déjà, ah oui tiens je vais débloquer ça, et que du coup il se dit ah bah tiens j'ai une technique que je peux utiliser. Voilà, donc encore une fois, non. Ce n'est pas parce que tu gagnes de l'expérience et que du coup enfin, en fait, un arbre de compétences pour débloquer de nouvelles techniques, ça n'a aucun sens. Le seul moyen de gagner de nouvelles techniques, c'est qu'on nous apprenne une nouvelle technique. Et c'est pas parce que, oh oui, c'est bon, j'ai assez d'expérience, du coup, à refaire, arbre de compétences, qu'est-ce que je débloque? Allez, boum, ça, je le débloque, et comme ça, je peux faire un nouveau coup, ça, c'est cool. Non, il faut que ce soit un personnage qu'on trouve quelque part et qui nous enseigne la technique, et ça peut même être lié à un gameplay très spécifique, en fait, pour apprendre le coup, et une fois que tu as réussi à apprendre le coup, eh bien, tu l'as assimilé, donc tu peux le jouer. Mais vraiment un gameplay à part, hein, tu vois, comme un espèce de mini-jeu, en fait, mais très sérieux, en fait, et qui te demande de faire quelque chose. En fait, je sais pas, mais par exemple, tu dois imiter les mouvements avec les sticks, par exemple, hein, on a une vue de dessus, t'as un stick qui contrôle un bras, l'autre qui contrôle l'autre bras, t'as des gâchettes qui contrôlent les pieds, et t'as un bouton de saut par exemple pour faire des figures, et en fait le but de l'exercice c'est de réussir à faire la technique vraiment comme si tu la faisais toi-même en fait, si tu veux. Donc tu vois, tu dois avancer de 2 pas, lever le bras droit qui tient le sabre à un moment donné avec un tel angle et tout ça. Enfin, en tout cas, tu dois réellement faire la technique devant la personne qui te l'apprend. Et quand tu as réussi à la faire 3 fois de suite correctement dans ces conditions-là, eh bien tu l'as débloquée et tu peux la faire avec 2 boutons ensuite en plein combat. Comme ce qui arrive là actuellement. Ou alors, au lieu que ce soit un personnage qui nous enseigne, mais ça peut être un parchemin trouvé par exemple, ou n'importe quelle technologie qui stocke de l'information qui te montre ça. Et donc dans Fallen Order, ça pourrait être un moyen de justifier pourquoi tu explores aussi, parce que tu peux tomber, voilà, pour reprendre le temple en ruine, et ben si c'est un temple de personnes qui pratiquent un certain style d'art martial, eh bien tu peux tomber dans les archives qui expliquent certains coups, et qui donc donnent lieu à un mini-jeu similaire pour pouvoir voir si tu as assimilé cette technique, si tu arrives à la refaire, et si oui, eh bien après tu peux la débloquer, et tu l'as en combo habituel avec 2 boutons. Donc voilà, il y a vraiment, vous voyez, rien qu'en réfléchissant en fait quelques minutes, en fait on arrive à trouver des explications beaucoup plus cohérentes, enfin des éléments de gameplay beaucoup plus cohérents et beaucoup plus jouissifs à jouer, beaucoup plus intéressants à jouer et qui impliquent beaucoup plus le joueur. On trouve des idées de level design, bon, de toute manière qui existent déjà, le fait de pouvoir monter une montagne dans Breath of the Wild, reprendre ce même principe-là pour explorer, voilà, même si c'est pas pour escalader, mais c'est utiliser la
la force pour se créer soit avec un pilier ou n'importe quel objet que tu déplaces pour pouvoir créer un escalier, pour pouvoir monter. Voilà, c'est un peu comme dans Minecraft. Par exemple, dans Minecraft, tu peux miner, tu peux poser des blocs, eh bien, tu poses des blocs pour avancer. En fait, si tu as une montagne que tu veux escalader, eh bien, soit tu mines dans le truc pour te faire un escalier à l'intérieur, soit tu poses des blocs et tu te fais des escaliers ou tu te fais même une tour sur laquelle tu sautes pour pouvoir monter. En tout cas, tu utilises les capacités du personnage que tu as pour apprivoiser le décor qui, lui, a été généré brut de pomme, en fait. La génération de Minecraft, elle est là pour générer un univers cohérent qui symbolise la réalité entre les montagnes, les ruisseaux, les mers, les océans, etc. C'est des biomes qui existent réellement dans la nature et donc qui mimiquent ça, mais simplifié évidemment. Mais ça ne cherche pas à créer un environnement déjà favorable à la progression du joueur. Surtout que Minecraft, à la base, c'est un jeu de survie. Donc si tu joues à un jeu de survie où l'environnement il est déjà tout gentil avec toi, ça n'a aucun intérêt. Et bien pareil, avoir un jeu d'exploration où l'exploration est complètement fléchée par la texture du jeu et qui oblige le joueur à emprunter un chemin précis avec une capacité précise plutôt qu'un autre avec lequel tu pourrais utiliser beaucoup plus de capacités pour pouvoir passer cet obstacle-là, en fait, et bien pour moi, c'est gâcher le potentiel du jeu, c'est gâcher le potentiel de gameplay d'un jeu, et c'est habituer le joueur à ne plus réfléchir. Parce que, comme tous les jeux se ressemblent, le joueur, il fait tout le temps la même chose. Quand un joueur qui a joué à God of War commence à jouer à Fallen Order, il se dit, ok, alors ce bouton-là, à mon avis, c'est pour donner un coup d'épée. Ok, alors ça donne les coups légers. Triangle, ça doit donner des coups forts. Donc là, j'extrapole, parce que comme je disais, j'ai pas joué au jeu, mais voilà, j'ai joué à Batman Arkham. Batman Arkham, c'est carré pour un coup normal, c'est triangle pour faire une contre-attaque pour esquiver, c'est rond pour utiliser un objet, c'est X pour sauter. Enfin, je crois que c'est pas... Enfin, non, c'est pour courir, je crois, le X dans Batman. Je sais plus comment ça fait le saut. Enfin, en tout cas, voilà, donc dans un jeu, je pense que dans Fallen Order, ça doit être X pour sauter, ça doit être rond pour bloquer, peut-être, carré pour coup léger, triangle pour coup lourd, ou je ne sais quoi, enfin... Il y a plein d'éléments de gameplay comme ça, en fait, que on sait à l'avance, avant même d'avoir joué au jeu, parce que c'est une copie conforme d'un autre jeu, juste avec un skin différent. Donc quelqu'un qui prend Fallen Order dans les mains, même s'il n'y a jamais joué auparavant, s'il a joué à un autre des jeux, en fait, eh ben, il n'a pas besoin d'apprendre comment jouer, parce qu'il sait déjà. Il n'y a pas besoin de s'impliquer dans le jeu, parce que le jeu lui mâche le travail déjà à l'avance. Parce que le gameplay est toujours le même, avec les mêmes boutons, et de toute manière, parce que c'est les mêmes actions qui sont proposées. Voilà, tu joues un Jedi qui est capable de maîtriser la force, eh bien, tu as exactement les mêmes palettes de coups, les mêmes palettes de mouvements que dans God of War, où tu joues un demi-dieu grec qui se retrouve dans la mythologie nordique, ou même que la palette de déplacement et un petit peu de la palette de coups que une exploratrice professionnelle qu'est Lara Croft dans les derniers Tomb Raider. Voilà, donc c'est pour ça que je déteste ces jeux, parce qu'ils n'apportent rien de nouveau dans le jeu vidéo, qui n'apportent rien de nouveau pour les joueurs pour s'impliquer dans le gameplay, et donc dans le personnage qu'on joue, qui donne rien de nouveau à rien du tout. C'est juste... pour moi, de la merde, doré parce que les graphismes sont tout jolis et que on arrive à rajouter des effets de particules, des effets de lumière super réalistes avec le RTX maintenant, mais ça reste de la merde, avec un bon gros goût de merde quand tu croques dedans, donc stop, ok? Là, je vais donner plein de pistes pour faire un gameplay unique à un jeu unique, un gameplay qui fait que si tu joues à un Jedi, t'as vraiment l'impression d'être un Jedi, et pas être un dieu nordique ou un dieu grec
déguisé en Jedi, et qui fait que du coup le jeu est unique, avec un environnement qui est unique, qui est explorable de manière unique, parce que tu es un personnage unique. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, surtout si vous l'avez regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour réagir à tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, je pense que ça donne réel lieu à pas mal de débats, parce que si des gens sont prêts à mettre God of War dans un des meilleurs jeux de la décennie, c'est que, à mon avis, ils vont pas se laisser faire quand je dis que ce jeu c'est de la merde. Donc voilà, j'ai donné mes arguments. À vous de donner les vôtres si vous voulez le défendre. Si vous êtes d'accord avec moi, ce serait cool aussi que vous manifestez que je ne perde pas espoir dans la capacité des joueurs à réfléchir dans leur manière de consommer une œuvre. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout, si c'est le cas. Et à plus pour d'autres vidéos. Je vais faire une vidéo du même genre, mais qui concerne la photo prochainement. Bye!